Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la Christosphère. Aujourd'hui, on commence avec le Fear and Greed Index. Un petit m'avait laissé en cadeau ce petit enregistrement surprise. Alors, je le mets à l'honneur et Rabbit, je te défie de faire mieux. Alors, on se retrouve à 22 ici dans l'extrême peur. Sur l'autre site, on s'y rapproche une fois de plus. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up. Et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Donc voilà, on va parler maintenant de Binance. De Binance qui vient de lancer un peu une bombe sur le marché des stablecoins en disant écoutez, tous les stablecoins de type USDC, USDP, TUSD que vous avez sur Binance vont être désormais automatiquement convertis en BUSD. C'est-à-dire, il ne va plus y avoir de marché de trading pour l'USDC. C'est la crypto-monnaie qu'on connaît, le stablecoin qu'on connaît le plus. Regardez, c'est le deuxième stablecoin du marché. On peut le voir ici, l'USDC, il est juste derrière l'USDT. 4e place, 51 milliards de dollars, alors que le BUSD, il est bien derrière l'USDC, à peine 19 milliards de dollars. Donc on est en train de voir en fait que Binance est en train d'essayer de privilégier le BUSD qui est son stablecoin fait en collaboration avec Paxos, parce que pour quelle raison maintenant ils font ça? Ils auraient pu faire autrement, mais c'est dans leur intérêt de privilégier le BUSD. FTX fait quelque chose de similaire sur la plateforme, peu importe le stablecoin que vous envoyez, toutes les pools de trading sont en USD. Et ben Binance ils ont choisi de mettre le BUSD. Ce qui est étrange, c'est qu'on constate qu'ils n'ont pas choisi de faire cela pour l'USDT. Donc l'USDT reste à part. Cointelegraph les a contactés en leur disant est-ce que vous comptez mettre en place aussi l'auto-converting pour l'USDT? Ils ont dit pour l'instant non, mais c'est possible que ça change. Donc les gens commencent à se dire pourquoi l'USDT n'est pas inclus? Est-ce que ça veut dire que Binance n'a pas confiance dans l'USDT? On démarre directement avec une news concernant la police et la gendarmerie qui recrutent. Ils recrutent des experts dans la blockchain. Alors par contre, pour y aller, il faut déjà être soit ADS, adjoint de sécurité, soit, enfin maintenant on dit policier adjoint d'ailleurs, soit du coup déjà gardien de la paix, enfin titulaire. Mais en tout cas voilà, forcément il y a des choses à faire. Moi j'ai été témoin d'affaires où les collègues en fait n'y connaissaient rien et forcément avec tout ce qui s'y passe de malversif, comme ça qu'on dit, je sais pas. Bref, il faut des gens, donc voilà, intéressant en tout cas qu'ils se penchent là-dessus. On débute les actualités du lundi avec le Nigeria qui se rapproche de Binance pour créer une zone économique spéciale basée sur la blockchain. En effet, hier on a appris par l'intermédiaire des autorités nigérianes qu'ils étaient en discussion pour créer un hub digital similaire à celui qui a été créé à Dubaï, et donc le but est ici d'intégrer la technologie blockchain à leur économie afin d'attirer des entreprises du secteur crypto qui participeront par la suite à la croissance économique du pays. À savoir que le Nigeria est très en avance sur l'adoption des cryptos, étant donné qu'on a récemment appris que la bourse du pays était en train de travailler sur une plateforme d'échange compatible avec la blockchain pour l'année prochaine, dans le but d'augmenter les investissements dans son économie régionale. Mais malgré cet engouement pour la blockchain, la banque centrale du pays ne voit pas d'un très bon œil les cryptos, car l'année dernière, ils avaient interdit aux banques centrales du pays de faciliter les transactions en crypto-monnaie, car ils craignent une déstabilisation du système financier. Mais je précise que cette interdiction de la Banque centrale ne semble pas très efficace, car d'après le rapport de la société AAA, le Nigeria serait en 6e position au niveau mondial en termes d'adoption, avec 10,34% de la population qui possède déjà des cryptos. Bref, au final, avec un potentiel partenariat avec Binance, le Nigeria va accélérer son adoption de la blockchain, et je vous rappelle que Binance avait déjà aidé Dubaï à développer son écosystème crypto, et qu'il y a 2 semaines, on apprenait qu'ils s'étaient associés à la ville de Busan en Corée du Sud pour les aider à développer leurs infrastructures numériques et une future place d'échange pour actifs numériques. Et donc ici on voit que Binance est progressivement en train de devenir un acteur de référence auquel font appel les institutionnels étatiques pour les aider à faire leur transition vers la blockchain et les cryptos. Sinon, on a donc le Congrès américains qui nous annoncent que ils ne vont pas interdire les cryptos, ce qui est bon une bonne nouvelle, mais parce que selon eux il y a trop d'enjeux financiers derrière, et je trouve intéressant que BlackRock ait choisi le même jour finalement pour nous annoncer qu'ils allaient utiliser donc une des filiales de Kraken pour offrir des services crypto. On avait vu qu'ils allaient utiliser Coinbase, on a vu qu'ils ont investi aussi dans Circle, vous savez l'émetteur des USDC, donc le deuxième plus gros stablecoin. BlackRock avance ses pions petit à petit évidemment, et on sait bien qu'à l'issue de la
sans doute la crise dans laquelle on est en train d'entrer, la finance traditionnelle aura acquis une partie de la CeFi et sans doute de la DeFi, en tout cas ils l'auront encadré. Toi qui as un regard affûté sur l'écosystème depuis de nombreuses années, comment tu analyses la période actuelle et comment tu vois les choses pour les mois à venir et années à venir? Effectivement, la régulation, alors on savait qu'elle allait s'accentuer, qu'elle allait se mettre en place, donc il n'y a pas non plus beaucoup de surprises, même si on aurait pu espérer des choses un peu différentes, notamment avec Mika. Moi, je n'ai pas été extrêmement surprise par le fait qu'on ait une réglementation stricte qui se mette en place. Donc pas beaucoup de surprises de mon côté. Je pense que ça va continuer. Hein, on peut ne pas le souhaiter. Alors moi, je trouve que moi, je suis pas du tout opposée à la réglementation et je trouve ça plutôt bien qu'on ait une réglementation assez stricte sur certains aspects. Par contre, pour moi, plus la réglementation est stricte, plus elle doit être complétée par des mesures pro-souveraineté et pro-business pour éviter de pénaliser les acteurs sur place. Et finalement, en Europe, on se rend compte qu'on n'a pas la même approche. On en discutait hier avec Pierre Persson. On n'a pas la même approche que d'autres régions du monde. Alors l'Asie, les États-Unis. Comment tu l'expliques toi? Enfin, est-ce que tu... En fait, on voit ça sur plein de technos. Hein. C'est pas que sur la crypto. On voit qu'aux États-Unis, il y a un appétit au risque qui est plus fort, avec plus d'investissement aussi dans les entreprises assez tôt. En Europe, on a un régulateur qui veut se dépêcher beaucoup plus. Pour protéger le consommateur, protéger le citoyen. Alors, l'Asie, je connais moins, donc je ne vais pas forcément m'exprimer dessus, mais voilà, pour moi, il n'y a rien de spécifique à la crypto là-dedans. Hein. On est juste en train de vivre ce qu'on a déjà vécu sur d'autres technos et sur d'autres situations. L'enjeu, c'est d'éviter de recommencer les mêmes erreurs qu'on a pu faire pour Internet, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça, on l'a dit, tu vois, nous, on le répète depuis des années. Hein. Et en fait, on a beau le répéter, et c'est assez frustrant d'ailleurs, hein, parce que nous on répète ça depuis des années et on voit pourtant se dérouler sous nos yeux exactement la même chose. AAVE, qui est en passe d'obtenir sa licence d'établissement de monnaie électronique. Qu'il a eu. Qu'il l'a eu ? Qu'il a eu. Ouais, apparemment, ils l'ont eu, donc ils sont dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Donc ça va pouvoir proposer des services fintech à ses clients, sortir son projet de carte bancaire DeFi, son stablecoin. Enfin, je trouve que là, pour le coup, ça avance pas mal, quoi. Ouais. Donc, good news. À AVE, c'est vrai qu'on en a depuis un moment, et puis on a croisé Mark Zeller au Surfin, donc on s'est un peu plus penché sur le truc. Et c'est vrai que ça a l'air quand même assez costaud. Maintenant, ils veulent montrer leur stable avec une carte, pourquoi pas, pour payer avec. Maintenant, est-ce que c'est assujetti à l'impôt? À voir. Mais ouais, AVE, franchement, révolution, quoi. Ouais, une bonne nouvelle. On va suivre ça de près, comme d'habitude. Notre ami Richard qui nous dit, alors là tu vas rigoler, mais on va rigoler. Donc, vous ne pouvez pas retirer donc, vos ETH stackés pendant au moins 6 à 1 an après le merge. Voilà. Et probablement plus longtemps. Donc ça, c'est la nouvelle qui doit faire plaisir aux gens d'ETH. Quand le merge, il va arriver, donc tu ne pourras pas withdraw tes ETH que tu as gentiment stackés. Tu vas te les garder de 6 à 12 mois. Alors, si on est en plein bear market, tu t'en fous que tes ETH ils soient stackés parce que tu ne vas pas les revendre, tu n'as peut-être pas envie de les vendre. Mais si jamais l'ETH, dont pendant un an, le bull run il part, il va 2000, 3000, 4000, et qu'après, il retombe, les trucs à trappe. Bon, voilà. Donc, bon, c'est assez marrant. Donc, voilà, moi j'aime pas avoir des cryptos lockés, c'est-à-dire lockés pendant 6 mois, non, je déteste ça. Moi je fais pas. Franchement, même si c'est un bon rendement, je fais pas. Je vais être un peu maître de mes cryptos. Surtout qu'en 6 mois, il se passe des choses dans le marché crypto. Sauf si t'es en bear market que tu t'emmerdes. Bien sûr, si on part du principe qu'on est dans un bear market qui va durer 6 mois, où ça descend et on fait rien. Là oui, on peut locker pendant 6 mois, mais tu sais pas. S'il faut en octobre, novembre, décembre, bim, ça repart fort, tu sais pas. Bon, voilà. Bon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te posent aussi ces questions-là en rapport avec l'Ethereum 2.0 qui va partir en Proof of Stake. Toi qui étais énormément justement sur le côté Proof of Work d'Ethereum aussi avec le mining, est-ce que tu es déçu? Je sais qu'on en parle déjà beaucoup sur ta communauté, hein, donc pour toutes les personnes d'ailleurs qui veulent aussi en apprendre plus, on mettra tous les liens dans la description, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu es déçu déjà du choix? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire toi, du coup, quand ça va disparaître? Alors, je suis absolument pas déçu. Je pense que ça a été tellement voulu par la communauté et Vitalik Buterin, donc fondateur d'Ethereum, que pour moi, c'est une excellente chose et il faut que ça se fasse. Je pense que voilà, on a tellement parlé de ça que maintenant, c'est obligé, c'est nécessaire, il faut le faire. Par contre, est-ce que ça signifie pour moi la mort ou la perte d'intérêt du minage? Non, clairement pas, parce qu'on voit déjà des alternatives pointer leur bout de leur nez qui se montrent justement comme des alternatives
alternative crédible au minage d'Ethereum. Mais voilà, pour moi, le fait que Ethereum passe en proof of stake, ça va être une très bonne chose autant pour lui que pour le reste de l'écosystème. Moi, je passe mon temps à dire que à l'heure actuelle, Ethereum, il met beaucoup de projets dans l'ombre avec son proof of work. Hein, je parle donc pour les projets en proof of work. Le jour où Ethereum va quitter ce trône de crypto-monnaie la plus rentable à miner pour les machines de minage spécifiques au minage d'Ethereum, en fait, ça va permettre justement de lever ce voile sur les autres projets crypto-monnaies qui n'attendent qu'une chose, c'est sortir de l'ombre d'Ethereum. Ils vont devenir bien plus décentralisés, ça va être un gros coup de pouce en effet pour beaucoup de projets. Exactement. Alors vous vous souvenez très certainement de l'affaire Terra, de son stablecoin UST et de son token de gouvernance, le Luna. Depuis renommé d'ailleurs en Luna Classic, LUNC, il avait complètement disparu des radars depuis quelques mois. Mais voilà que le Luna Classic est revenu sur le devant de la scène alors que l'ensemble du marché des crypto-monnaies était dans le rouge. Cette semaine, le Luna Classic a tout simplement imprimé un plus 160% en l'espace de 7 jours. Alors évidemment, pas de quoi s'emballer non plus. Le LUNC s'échange actuellement pour 0,00025 $ environ, soit bien loin de son plus haut historique d'avril dernier qui était à 119 $. Mais en termes de capitalisation, c'est plus parlant. En une semaine, le LUNC est passé de 700 millions $ à 2 milliards $, donc de capitalisation. Alors pour rappel et pour remettre un petit peu dans le contexte, Do Kwon, qui est le fondateur de l'écosystème Terra en général, avait proposé à sa communauté un fork de la blockchain, c'est-à-dire de séparer la blockchain en deux. D'un côté, la blockchain qui conservait le code original, qui s'est renommé en Terra Classic, et son token qui s'est renommé donc en Luna Classic. Et puis, la nouvelle blockchain complètement indépendante de l'ancienne, qui elle a évidemment conservé l'appellation Terra et l'appellation Luna. Et aujourd'hui donc, ces deux blockchains vivent un petit peu en parallèle, continuent de se développer. Sauf que ce que l'on observe, c'est que les développeurs et les utilisateurs sont majoritairement restés sur l'ancienne blockchain Terra Classic parce que c'était tout simplement des adeptes du projet et ils ont continué d'y développer des nouveaux projets et d'essayer de faire revivre finalement ce projet qui était complètement mort et disparu depuis maintenant plusieurs mois. Alors voilà, la question que l'on se pose désormais est tout à fait légitime d'ailleurs. Est-ce que la communauté Terra Classic, qui s'est montrée d'ailleurs très résiliente et très confiante envers le LUNC, saura-t-elle redonner un nouveau souffle à ce qui fut jadis l'une des crypto-monnaies les plus capitalisées du marché? Pendant ce temps, en Russie, il semblerait que l'adoption des cryptos de l'Iran fasse des émules. En effet, je vous rappelle qu'il y a un mois, l'Iran avait réalisé sa première importation payée en crypto pour 10 millions de $. Et la semaine dernière, le gouvernement avait annoncé une nouvelle réglementation qui autorisait désormais l'utilisation des cryptos pour le règlement des importations. Et aujourd'hui, on a Alexei Moiseev, le vice-ministre des Finances de la Fédération de Russie, qui a déclaré lors d'une interview à la télévision que, à l'heure actuelle, la population était en train d'ouvrir des wallets crypto en dehors de la Russie, et étant donné qu'ils n'ont pas le contrôle dessus, il est désormais nécessaire que cela puisse être fait en Russie via des entités supervisées par la Banque centrale pour mettre en place des systèmes contre le blanchiment d'argent et également de vérification d'identité. Mais ce n'est pas tout, car dans un article récemment publié, on a la Banque centrale, le vice-ministre et le ministre de la Finance de Russie qui sont arrivés à la conclusion que, je cite, « Il est impossible de se passer des règlements transfrontaliers en crypto-monnaie ». Et bien que Vladimir Poutine ait confirmé l'interdiction des cryptos pour les paiements dans le pays il y a un mois conformément aux décisions de la Banque centrale, on voit désormais que les institutions du pays et principalement la Banque centrale sont en train de revoir leur position sur l'adoption des cryptos, que ce soit pour le commerce intérieur ou extérieur. Donc au final, on voit que la Russie fait un virage à 90 degrés sur le sujet des cryptos, et on voit également que les cryptos commencent tout doucement à devenir un moyen d'échange entre les pays, ce qui vient directement concurrencer le dollar qui était pendant plusieurs décennies la monnaie de référence dans les échanges internationaux, et désormais les cryptos sont devenus un enjeu géopolitique, et il faut maintenant observer quels seront les pays qui suivront le mouvement, et surtout quelles réponses apporteront les États-Unis à cette menace de leur hégémonie. On rappelle juste pourquoi l'euro baisse, pourquoi l'euro baisse par rapport au dollar. Là, ce que nous dit France 24, c'est toutes les incertitudes liées à la Russie, au gazoduc, au pipeline Nord Stream 1 qui a été fermé, et du coup aux problématiques d'énergie. Il y a cet hiver qui s'annonce tendu d'un point de vue géopolitique. Le dollar, vous le savez, sa tendance haussière est un frein à la stabilisation du Bitcoin. Il a fait la semaine dernière un nouveau plus haut, mais il a du mal à accélérer. Les dernières bougies japonaises journalières, là par exemple, c'est carrément un doji pierre tombale. Il n'y a pas de piège technique haussier, mais si jamais le dollar devait réintégrer à la baisse ce niveau, son point haut serait fait. Et d'ailleurs,
Lorsque l'on regarde l'analyse technique du dollar américain face à un panier de devises en données mensuelles, on est sous une énorme résistance de long terme. Être sous résistance n'est pas un signal de vente, mais c'est un niveau où il faut justement surveiller. Alors on peut continuer à casser la résistance, mais si ici on fait une figure de renversement baissier ou un bull trap daily, c'est fini la hausse, et boum, ce sera très bien pour le Bitcoin. Mais nous ne sommes pas là. Hier, je vous parlais qu'une acceptation au-dessus des 20 000, 20 200 serait nécessaire. Malheureusement, vous avez vu, journée bullish et pam, le petit coup sur la nuque, rejeté. Donc on est dans le cas justement où ça n'a pas fonctionné. La bonne nouvelle ici, c'est que du côté acheteur aussi, ça ne démord pas. Avec un price action ultra dégueulasse, baissier, 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 consolidation sur les supports, en général ça casse, mais là c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e visite des 19 600, et ça ne pète pas, en tout cas pas encore. La logique voudrait normalement que ça aille vers le bas, mais on va garder la logique et se la foutre au cul, et on va simplement regarder ce que fait le marché au moment où il a envie de le faire. Pour l'instant, il n'a pas envie de lâcher ici. Plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la corrélation avec les indices boursiers. Si on regarde un petit peu court terme cette corrélation, depuis ce matin, le Bitcoin tient bien et a refusé de suivre un petit peu les indices, là c'est en 5 minutes, pendant cette petite descente. Et donc, il a tenu une fois de plus le support. Combien de temps ça peut durer, cette histoire ? Juste à vue d'œil, il y a tout de même une majorité de gens baissiers. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est ça qui peut me laisser penser que, ou en tout cas, c'est même moi mon opinion, je veux dire, il est facile actuellement d'être baissier. D'accord ? Donc actuellement, quand on dit voilà, ça va chuter, il va y avoir la plus grosse baisse de l'histoire, les prix du gaz augmentent. L'électricité, on va pas pouvoir se chauffer, forcément ça va avoir une répercussion néfaste sur l'économie, etc. Donc en gros, la facilité actuellement, c'est de penser baissier. Et c'est pour cette raison que je me méfie énormément d'être baissier, tout simplement. Alors, vous allez me dire, ça veut dire que tu es haussier. Ça veut dire que je reste complètement ouvert à un scénario haussier. Ça veut dire que je me prépare à un éventuel scénario haussier. Mais évidemment, je reste complètement alerte face à un scénario baissier. J'espère que du coup, on m'a compris. Donc voilà ce que ça donne en court terme. Donc en court terme, il y a deux droites de tendance qui sont tracées. Donc la première ici parce qu'elle bloquait la lagging span. Donc on va dire pour le moment elle ne sert plus franchement à rien. Mais si les prix arrivent à remonter ici, on va à nouveau la taper. Donc c'est pour ça que je ne l'enlève pas sur mon écran. Et puis il y a celle-là qui est la droite de support. Donc vous voyez qu'elle a été très bien travaillée ici. On a eu l'impulsion baissière le 26 août. Et puis depuis, quand je disais que c'était mort tout à l'heure, voilà, c'est ça. Il y a strictement rien à dire. On est calé sous la Tenkan à 20 000. Alors on va dire 20 080, enfin 20 000, on va pas chipoter. Donc on est calé sous la Tenkan à 20 000. Si on arrive à la casser, on pourrait envisager le niveau suivant ici à 20 727. Et puis ça va être un peu compliqué parce que vous voyez que la lagging span, elle va buter en fait sur cette droite de tendance. Donc est-ce qu'elle va passer ou pas ? Est-ce qu'elle aura ce genre d'attitude ? C'est-à-dire ça passe et puis ça repart. Donc ici, il y avait eu je l'avais tweeté d'ailleurs, il y avait eu un signal avant-coureur et j'ai dit attention, puisque la bougie était en train de monter, j'ai dit attention, la lagging span a un petit problème parce qu'elle a son nuage, et puis voilà, en clôture, on est revenu ici. Donc faites bien attention, attendez bien les clôtures de bougies, c'est vraiment important, parce qu'une idée haussière dans la journée, tout d'un coup, c'est fini, parce que simplement, la lagging span, elle repasse en dessous, et puis elle valide pas. Donc elle est repassée en dessous, maintenant elle est à l'horizontale, et on est sous ce niveau de Tenkan, ici, des 20 000, et ça bronche pas. Donc si on arrive à passer aujourd'hui, demain, enfin, dans les jours qui viennent, à ce moment-là, on pourrait avoir un petit peu de hausse, mais vous voyez bien que pour la lagging span, ça va être compliqué, et si jamais elle rentre contre ce nœud qui est ici, bon, là, il va falloir passer, puis après, vous avez cette grande bougie rouge, vous voyez que la hausse est quand même assez compliquée, donc je veux pas être pessimiste nécessairement, je dis pas ça va baisser, c'est pas ce que je suis en train de dire, pour le moment, c'est flat, donc il y a vraiment ni hausse ni baisse, mais voilà, la hausse est quand même assez compliquée, la baisse est plus facile, c'est évident, il y a rien en dessous, il y a rien sous la lagging span, il y a rien sous les prix, et puis, bon, vous savez qu'en mensuel, il y a rien non plus avant les 11 000. Donc voilà. Maintenant, on peut garder espoir, comme on a vu là à l'instant. Voilà, le 21 septembre, il y a un twist. Alors, est-ce qu'on s'achemine lentement puis qu'ici on décolle ? Eh bien, écoutez, on verra.
The Merge, c'est bientôt. Vous avez sous les yeux un graphique qui compare la dominance d'Ethereum avec la dominance de Bitcoin. Alors, je pense que la convergence n'aura pas lieu avec The Merge, mais que cette convergence aura lieu quelque part l'année prochaine. C'est-à-dire de voir un jour s'égaliser la part dans la capitalisation boursière totale crypto de Bitcoin et Ethereum. En attendant, je vise les points bas sur la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire 37%, et je vise les points hauts sur la dominance d'Ethereum, c'est-à-dire les 26%. Ça, je pense que c'est crédible d'ici The Merge. Ethereum doit aller plus bas. Non, Ethereum n'est pas obligé d'aller plus bas, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que lui, jusqu'à preuve du contraire, il est allé beaucoup plus bas en réalité que notre ami Bitcoin. Si on le prend ici, parce qu'on voit en fait que ça réagit beaucoup mieux ici au niveau d'Ethereum. Ouais, mais en réalité, si on prend Ethereum qui a perdu 82%, il est bien revenu chercher en fait ses précédents lots ici. Et si Bitcoin était moins résilient qu'Ethereum, à ce moment-là, on serait probablement sur les mêmes niveaux actuellement. Ce qui est très intéressant, c'est si vous prenez moins 82%, on se le dit, on se le redit, c'est qu'on irait très allègrement chercher les fameux 12 000 $. Je trouvais ça intéressant de vous en reparler. Après ça c'est important, c'est par rapport à Cardano, on a beaucoup parlé du 22, la mise à jour Vasil qui est confirmée. L'idée c'est les usages, tout ce qui va se développer maintenant à l'issue, parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui attendaient cette mise à jour avant de se lancer, et donc là c'est très important, c'est qu'il y a une grosse marketplace qui va être lancée, et surtout à moindre frais, qui va être lancée sur Cardano très bientôt. Donc ça va peut-être s'accélérer avec cette mise à jour Vasil, et je trouvais que c'était une information intéressante. Pour les possesseurs de l'application Socios, vous allez pouvoir dès aujourd'hui récupérer vos 3 tokens des différentes Coupes d'Europe. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour rappel, Socios a signé un contrat l'année dernière avec l'UEFA qui permet désormais d'avoir les 3 différents tokens des 3 Coupes d'Europe. Donc, les conditions pour avoir ces tokens. Il faut avoir au moins un token de club participant à la compétition, et pour vous faciliter la tâche, eh bien, je vais vous donner tout simplement les clubs associés à Socios qui participent à ces différentes compétitions. Ensuite, le PDG de Ragnarok qui perd des millions. Alors ça, il faut vraiment le lire, cet article, parce que c'est vraiment le bordel. En gros, Ragnarok, c'était un très gros projet de jeu métaverse. Ils ont soulevé quasiment 2 millions de $. Ils ont fait plein d'argent. Ils ont payé leurs employés, mais très très cher. Après, ça a foiré. Après, ils ont remboursé des gens. Après, ils ont refait une levée. Après, on sait pas trop quoi. Et en tout cas, apparemment, ça devrait arriver d'ici 6-7 mois. Donc c'est le gros bordel. En tout cas, voilà, il y a des choses assez louches qui se passent là-dessous. En tout cas, quand même, il a remboursé quand même pas mal de gens. Il a aussi fait beaucoup d'argent ce projet, donc bon, très bizarre. D'ailleurs, petit disclaimer les gars, à chaque fois en ce moment sur plein d'articles internet, je retrouve Battle Infinity et Tama Dodge. Je suis persuadé que les gens sont payés pour en parler, ou je sais pas, parce que à chaque fois on met un article et ils disent derrière ouais, mais vous verrez avec Battle Infinity, avec Tama Dodge, ce sera différent et tout, c'est trop bien et tout machin, allez-y. Donc c'est beaucoup trop putaclic pour moi, donc voilà, faites attention à vous également. Hop hop hop! Tu connais le zap communautaire? Passe de l'autre côté du zap et deviens toi aussi un zapper et une zappeuse à part entière dans le zap crypto. Pour ça, rien de plus simple. Sous chaque zap crypto, en commentaire, copie le lien de la vidéo et les timecodes de l'extrait que tu as choisi. Et n'oublie pas de laisser un titre à ton passage. Attention, pas plus de 2 minutes 30. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.